Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode LFNA TV en extérieur. Tout de suite, le sommaire. Dans cette émission, nous allons parler ensemble de la reprise des clubs néo-aquitains en Ligue 2. Nous irons dans la Creuse où le club de Flaya nous a ouvert ses portes pour parler du foot rural. Et enfin, nous repartirons à Bergerac pour découvrir le portrait père et fils de Christophe et Paul Fauvel. Et on démarre tout de suite avec notre portrait de la semaine. Nous avons reçu cette semaine en plateau Gilles Bouard, directeur technique régional de la Ligue de football Nouvelle-Aquitaine, avec qui nous avons parlé du bilan de la saison à tous les niveaux. On regarde. Bonjour Gilles. Bonjour. Merci d'avoir accepté favorablement notre requête et d'être présent sur le plateau. Alors vous êtes directeur technique régional. Oui. Alors moi, ma première question, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer en quoi consiste votre fonction ? Donc déjà, vous avez énoncé mon nom, Gilles Bouard. Je suis donc le directeur technique de la Nouvelle-Aquitaine. En gros, c'est coordonner l'ensemble des actions qui sont liées aux pratiques, qui sont liées à la formation, qui sont liées également aux détections, sélections. Je coordonne aussi les pôles, ce qui fait une quarantaine de personnes sur l'ensemble de notre territoire, ce qui est assez par rapport à l'ensemble de notre vaste ligue. Oui, aussi. Et on va aussi parler tout de suite du cas de Bordeaux parce qu'on est dans l'actualité. Vous savez, Bordeaux, à titre provisoire et conservatoire, je dirais, est relégué en National 1. Oui. Ils ont 7 jours pour faire appel pour consolider le manque de ressources financières. Quel regard portez-vous sur cette situation ? Déjà, c'est plutôt un coup de tonnerre dans le monde du football aussi. Ouais, surtout chez nous. Pour moi, ce ne sont pas les Girondins de Bordeaux, ça s'appelle les Gigi. Ça a toujours été les Gigi pour moi. Et ça me rend triste de voir que les Girondins sont rendus là où ils sont rendus. J'espère qu'il va y avoir tout un phénomène de reconstruction qui va pouvoir permettre, et j'espère qu'ils vont faire appel surtout pour essayer de présenter quelque chose qui tienne la route de façon à se retrouver en Ligue 2, de façon à pouvoir remonter très rapidement en Ligue 1 et retrouver effectivement ce qu'était le club auparavant, c'est-à-dire un club de haut niveau. Voilà, c'est tout le mal que je leur souhaite. Et pour nous, ça nous peine, effectivement, que le club des Gigi, c'est Gigi, soit maintenant en N1, mais j'espère qu'ils vont faire appel et que la décision après sera que le club soit en L2. Le club reste confiant, hein. Ils l'ont souligné dans le communiqué de presse, comme quoi ils allaient trouver les fonds nécessaires pour rebondir et être tout de même maintenus en Ligue 2. Oui, donc je leur fais confiance. Je croise les doigts et j'espère que les Gigi seront en Ligue 2 et bientôt en Ligue 1 en fin de saison juin 2023. C'est tout le mal que je leur souhaite. Et selon vous, comment un club peut arriver à cette situation, de vivre de telles circonstances ? Je pense que ça date depuis longtemps. Je pense qu'il y avait un projet de reconstruction qui était en train de se mettre en place et ils n'ont pas eu le temps. Effectivement, en fait, quand vous regardez, il y a Saint-Étienne également, qui est aussi une figure historique de notre Ligue 1, de notre championnat. Les Girondins de Bordeaux, donc aussi, qui est une figure. Je pense que certains clubs passent par ces phases-là de reconstruction. Et moi, j'espère que ça ne va pas durer très longtemps et qu'on retrouvera effectivement la grandeur de notre club girondin. Il y a un risque que le club disparaisse tout de même ? Est-ce que c'est une éventualité à envisager ? J'espère pas. Non, il ne faut pas. Il ne faut pas. Et avec cette relégation, il n'y a plus de représentants de football, de clubs en Ligue 1. En Ligue 1 et potentiellement en Ligue 2. Enfin, on le verra prochainement. Est-ce que ça vous inquiète tout de même ? Oui, ce qui veut dire que chez nous, nous avons un problème quand même lié à nos clubs par rapport au haut niveau. Et je pense que on a besoin peut-être de restructurer l'ensemble de nos clubs de façon à leur permettre d'avoir une assise beaucoup plus solide. Voilà. Mais ce n'est qu'un avis d'un technicien et je sais que les moyens financiers sont très importants dans un club professionnel et que j'espère qu'ils sauront faire le nécessaire pour pouvoir y arriver. Et vous le disiez tout à l'heure que la situation de Bordeaux a tout de même des conséquences au sein de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine, notamment chez les jeunes. Oui, chez nos jeunes, effectivement, j'espère d'abord qu'ils vont être en Ligue 2.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'espère que le centre de formation sera toujours de qualité, qui permettra à nos jeunes, effectivement, de venir se perfectionner et se former à l'intérieur de nos clubs, de notre club professionnel. Car nous avons des jeunes de qualité. On en a eu quelques-uns qui ont été en stages nationaux cette année. Et effectivement, si on n'a plus de clubs qui représentent le haut niveau, on va se retrouver un petit peu boiteux, excusez-moi de dire cette expression, c'est-à-dire que nos gamins seront obligés de partir dans une autre ligue, et ce que je veux pas. Donc je préfère qu'ils restent à la fois au Chamois niortais et aussi à la fois au Girondins de Bordeaux. J'espère que Pau va construire son centre de formation et qui va nous permettre de rayonner sur l'ensemble de notre territoire. Mais c'est vrai que si Bordeaux descend... il y a un risque de perdre des licenciés, en tout cas chez vous. Des licenciés peut-être pas, mais c'est nos meilleurs gamins. Parce qu'en fait, c'est ceux-là qui, au cours des années, vont faire le niveau de notre région. Tout à fait. On va parler de la réforme des championnats nationaux. Si vous le voulez bien, on sait que la Fédération française de football va proposer cette réforme le 17 juin prochain à Nice pour les 2 voire 3 prochaines saisons à venir. 2 options plus exactement, avec un National 2 réduit à 3 groupes et un National 3 réduit à 6 à 8 groupes. C'est ça. Quel regard 1-3-6 et 1-3-8. Nous avons récemment, avec le président... fait la visite de l'ensemble des districts pour proposer cette réforme parce qu'en fait personne ne la sait, personne ne la connaît et les clubs régionaux, il va y avoir un impact forcément de par le nombre de descentes déjà en N3. L'année prochaine, il y aura 5 descentes. Donc ça va se répercuter sur nos championnats. Comme nous devions aussi refaire la réforme et revenir avant la situation Covid, c'est vrai que c'était une situation un peu compliquée. Ce qui est marrant, c'est que ça arrive au mois de mars et que ça nous impacte au mois de juin. Et donc, c'est vraiment un peu bizarre, cette réforme, et on aurait pu avoir le temps pour pouvoir l'assimiler. Et vous êtes, j'imagine, donc dans vos propos, ce que vous dites, vous êtes favorable à cette réforme, voilà, renforcer non, pas forcément favorable, le football régional. Ouais, il aurait fallu surtout nous permettre d'avoir le temps de pouvoir gérer cette réforme. Les bases. En fait, là, ça nous est imposé parce qu'en fait, c'est 1-3-6 ou 1-3-8, mais il n'y a pas de statu quo. On aurait pu dire, est-ce qu'on commence la réforme dans un an, le temps de solidifier les bases. Tout à fait. Et je pense que ça aurait été nécessaire. Voilà. Après, la fédération voulait resserrer l'élite. Elle l'a fait de cette façon. Ça sera plutôt que prévu. C'est ça. On enchaîne, on va parler de la Coupe du Monde de football. Bon, c'est un petit peu loin, si je puis dire. Voilà, ça sera le 21 novembre prochain au Qatar, vous le savez. Est-ce que cet événement va encore susciter de l'engouement pour des nouvelles vocations pour la fonction d'entraîneur ? Déjà dans un premier temps, et puis après on va parler aussi de ce fameux calendrier qui pose problème. Hein. Oui, forcément, toute Coupe du Monde, tous les 4 ans, c'est quelque chose de phénoménal. C'est l'événement mondial que tout le monde attend. C'est le grand événement, même international. Tout à fait. Et donc, effectivement, je pense que là, vous dites que c'est dans 5 mois, mais je pense que Didier Deschamps est en train d'y penser sérieusement, parce que je pense que là effectivement, par rapport à ce qui s'est passé dernièrement, je pense qu'il a déjà dans sa tête, il a déjà essayé beaucoup de joueurs et je pense qu'il a son équipe qui est en tête et je pense qui que est ça déjà va. Oui, bien calé. Je le pense sincèrement. Après, c'est au mois de novembre, comme vous dites, c'est la première fois que ça va se passer pendant cette période. C'est un vrai problème, ce calendrier, ça bouscule pas mal de choses, ça a des répercussions tout de même. Chez nous, non. Pas au niveau régional, mais au niveau national, oui, parce qu'effectivement, les joueurs ne seront plus là. Ça veut dire que le championnat de Ligue 1, voire de Ligue 2, sera impacté, c'est sûr. Quel effet bénéfique cela aura, on le saura après, mais pas avant. Donc, on va dérouler jusqu'à novembre, décembre pour assister à cet événement qui est extraordinaire et qui permettra, j'espère, de susciter de nombreuses vocations. On va revenir en région Nouvelle-Aquitaine et justement par rapport à cette saison, quel bilan dressez-vous ? Alors déjà, on a fait une année complète, ce qui n'était pas arrivé depuis 2 saisons. Et ça fait du bien après cette période de Covid. Sauf qu'effectivement, tout le monde termine un peu harassé, fatigué, sur les genoux, on va dire cette expression, parce qu'effectivement, on ne pensait pas qu'on pouvait faire un an en ayant le déroulé de la saison complète. Je pense que c'était une bonne saison par rapport à ça. Voilà. Et je pense également que ça nous fait beaucoup de bien. Nous avons retrouvé nos licenciés.
Le public aussi autour des terrains, cet engouement. Oui. Alors, mais c'est un phénomène de société, puisque effectivement le football reflète les liens sociaux qui peuvent exister à droite et à gauche, et je pense que ça a permis de retrouver cette convivialité qu'on avait perdue. Voilà. Alors ensuite, on va passer, si vous le voulez bien, à vos projets futurs, à titre individuel. À titre individuel. Déjà au sein de la LFNA. Et je pense que dans 2 ans, moi aussi, je fais faire valoir mes droits à la retraite, je pense, en 2024. Et puis l'année prochaine, une grosse saison, puisqu'on y a une restructuration de toute notre équipe technique régionale. Et je vais m'attacher à ce que ce fonctionnement soit pérenne, de façon à ce que quand je parte, tout se passe très très bien. C'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas. J'espère aussi. Un dernier mot avec vous, Gilles. Voilà, vous savez, on parle de départ à la retraite et notamment de Gilles Ekem et de Jean-Yves Cuomo. Ce sont 2 figures de l'équipe technique et que vous connaissez bien. Très bien. Voilà, qu'est-ce que vous pourriez dire écoutez, par rapport j'espère à cela? qu'ils vivent bien leur deuxième vie. Leur deuxième vie, un petit coucou à Gilou. Et j'espère que tout va pour le mieux. Lui, il a eu quelques petits soucis de santé. J'espère que tout va pour le mieux. Jean-Yves, je sais qu'il est sur le club de Marmande comme directeur sportif. J'ai vu que ses 16 ans sont montés en 17 ans nationaux. Ça veut dire que son travail commence à payer. En tout cas, je leur souhaite. Et vous inquiétez pas, je viens vous rejoindre dans peu de temps. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour vous, pour terminer? Écoutez, une bonne santé. Je pense une bonne santé. Je pense que c'est le plus important quand je vois le nombre de personnes qui décèdent autour de nous pour des raisons X ou Y. Je pense que la santé est un phénomène le plus important. Mais surtout, garder toujours le sourire et la convivialité. Merci Gilles Bouard, directeur technique régional de la Ligue de football Nouvelle-Aquitaine. Mon prénom c'est Gilou. Tout le monde m'appelle Gilou. Alors, merci Gilou Bouard d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À peine la saison terminée, on se projette tout de suite sur la saison qui arrive. Pour les clubs néo-aquitains professionnels, Niort et Pau entament leur pré-saison. On va regarder ensemble leur programme. Le 1er juillet, Niort joueront leur premier match contre Guingamp en Bretagne. Les Niortais se déplaceront à Saint-Martin-de-Ré le 10 pour affronter le SCO d'Angers. Puis ils affronteront Laval qui vient d'être promu en Ligue 2 le 20 juillet, lieu à définir. Et enfin, 3 jours plus tard, ils joueront contre Pau, lieu également en attente de confirmation. On va regarder le programme des Palois, cette fois qui joueront le premier match le 8 juillet à Saint-Paul-les-Dax contre une sélection landaise. Puis ils joueront contre Toulouse, champion de Ligue 2, le 12 juillet à Tarbes. Et le 15, ils iront à Saint-Jean-de-Luz pour défier Angoulême. Et enfin, ils joueront contre Niort le 23. Direction la Creuse pour découvrir le club de Flaya, un club qui évolue en 3e division départementale. Le club a ouvert ses portes auprès de Vincent Raymond et Lionel Schneider pour LFNA TV. Et ben moi je suis flayatoise, mon père était dans la première équipe de foot de Flaya qui a été créée donc en 1964. Il s'est toujours occupé du foot et du coup j'ai pris la suite de manière tout à fait naturelle en fait. Nous à Flaya on est une petite structure puisque on est dans un village avec peu d'habitants, peu de jeunes, donc c'est vrai que c'est assez compliqué. On a eu des périodes où on ne savait pas si on allait pouvoir se maintenir ou pas. Actuellement, on a sur le papier 25 licenciés, tout compris, joueurs et dirigeants. En termes de dirigeants, je suis présidente, donc il y a ma sœur qui est secrétaire, mon beau-frère qui est joueur et trésorier sur le papier, et mon cousin, c'est très familial, qui est vice-président. En termes d'arbitre, comme je vous le disais, on était en infraction, donc cette année j'ai repassé l'examen pour couvrir le club, donc j'ai repassé l'examen en mars, et sinon on n'avait plus d'arbitre depuis l'année dernière et c'était un vrai problème, donc moi je suis très fan de Flaya en fait et je fais tout pour que ça se maintienne, donc j'ai repassé l'examen. En termes de joueurs, cette année on avait un effectif qui était assez important pour une seule équipe, du coup on avait une 20aine de joueurs, donc ça s'est bien passé, on n'a pas eu les difficultés qu'on avait les années passées en fait. Je suis la secrétaire du club depuis quelques années. Je suis agricultrice, donc le foot à Flaya, ça a été depuis que je suis toute petite mon passe-temps du week-end et j'y suis très attachée. Le club est de 1964.
Mon papa faisait partie de la première équipe, du coup, je vous dis, ça a toujours été le passe-temps de la famille. Et puis après, donc oui, il y a eu jusqu'à 4 équipes seniors masculines et une équipe féminine sur la commune. Ça a regroupé, parce il y a plusieurs petits clubs aux alentours, mais Flaya fédérait pas mal de monde autour, des gens même de Clermont-Ferrand qui venaient les week-ends pour jouer au foot. Donc je vous dis, on a eu jusqu'à 4 équipes seniors masculines. Je me rappelle que Flaya a été effectivement en promotion de ligue, mais à cette époque-là, je ne m'occupais pas encore du club, moi. Donc je suivais ça, je suivais les résultats quand même du club, mais je n'étais pas très impliquée comme je le suis maintenant. Et c'est vrai que depuis que j'ai repris la présidence, on évolue en district et ça a été, on a été sur la pente descendante. Faute d'effectifs, c'était très très compliqué. Passé un temps, on pensait même qu'on ne se sauverait pas parce qu'il y avait une entente qui avait été envisagée et du fait de cette entente, il y a des joueurs qui sont partis parce que l'entente n'a pas eu lieu et on a maintenu un noyau dur, ça a été compliqué, mais aujourd'hui ça va plutôt pas mal, donc on est fiers d'être restés seuls en fait. On nous a un peu critiqué, on nous disait qu'on était trop proche de notre clocher, mais manifestement ça a porté ses fruits puisqu'on est encore là aujourd'hui, donc je suis assez satisfaite de ça. On a du public, cette année un peu plus puisque les résultats étaient encourageants, on avait des victoires, alors le public était remotivé. Dès qu'il y a des victoires, le public revient en fait. Sportivement, on aimerait bien atteindre la 2e division et puis on aimerait que le club perdure et puis éventuellement fêter les 60 ans dans 2 ans, en 2024. Effectivement, on rate la montée d'1 point. C'est dommage, on a fait une bonne saison. Enfin, les joueurs étaient très motivés. On a loupé un match, le seul match qu'il ne fallait pas louper, on l'a loupé à Flaya. On s'est fait surprendre par une équipe qu'on pensait plus faible que nous. Et du coup, on n'a pas joué le match comme il aurait dû être joué. Et on a perdu la montée ce jour-là. Parce que sinon, contre Massa, qui donc termine premier de la poule, on avait gagné chez nous et on a fait match nul chez eux. Donc, on était plutôt pas mal. Et voilà, ça s'est joué à 1 point. Donc voilà, on est un peu déçus, mais c'est le jeu. L'objectif de la D2, bien sûr, parce que pour nous, c'est plus intéressant déjà. On rencontrera des équipes proches de chez nous et ça fait des derbies, ça intéresse tout le monde en fait. C'est plus intéressant que des équipes qu'on connaît moins. Donc renforcer, si on peut renforcer, ça sera avec plaisir. Encore faut-il trouver des joueurs pour renforcer. Mais sinon, bien sûr que l'objectif reste de monter, toujours monter. Oui, toujours. On vit avec et on travaille pour ça. Parce qu'on espère bien jouer plus haut. Et l'objectif est toujours là. C'est pour ça qu'il nous amène à rester là et d'être concentré et toujours travailler. Il y en a de plus en plus de filles dans le foot, que ce soit au niveau des joueuses, des arbitres, de la présidence. Il ne faut pas avoir peur de prendre la tête d'un club de foot. Ça se passe toujours très bien en fait. Moi, j'ai toujours été passionnée par le football. J'ai été initiée toute petite, donc après, oui, nous on vit football, mes enfants vivent football aussi maintenant. Mais moi, je peux qu'encourager les femmes à s'investir pour le football. C'est un sport collectif et puis tout ce qui gravite autour, nous, c'est beaucoup de moments de convivialité en plus du football. Et c'est vraiment intéressant dans les petites ruralités comme la nôtre. La mairie de Flaya nous donne une subvention tous les ans, donc on a un soutien financier de ce côté-là. Jusqu'à présent, il y avait une intervention sur le terrain, ils s'occupaient de la tonte du terrain. Là, ça a l'air de devenir un peu plus problématique, mais c'est à voir. Après, ce qui est difficile, c'est nous, notre championnat en Creuse cette année, c'était compliqué. En 3e division, il y avait peu d'équipes, beaucoup de forfaits, parce que le sport en Creuse est particulièrement impacté. Il y a eu, avec le post-Covid, il y a beaucoup de clubs qui ont périclité, qui ont eu du mal à repartir. Et c'est vrai que du coup, on s'est retrouvé dans une poule de 10 équipes, 2 équipes qui ont fait forfait. Donc on jouait peu de fois. Enfin, en réalité, on pouvait rester 2 mois sans jouer. Et ça, c'est compliqué en fait. Pour garder la motivation pour les joueurs qui souhaitent s'investir, ça, c'est un peu dommageable en fait. Mais c'est pas propre à Flaya, en fait, c'est propre au département de la Creuse qui a des difficultés à ce niveau-là. Quand il y a des clubs qui évoluent, qui montent de la première division en Régional 3, il y a des contraintes qui sont énormes pour des petits clubs. Enfin, nous, personnellement, je ne vois pas comment on pourrait s'en sortir, en fait. Avoir un éducateur diplômé, avoir une équipe à 8, à 11, avoir une école de foot, ça serait extrêmement difficile. Donc, moi, je serais fière qu'on remonte en Régional, mais je pense que matériellement, on n'aura pas les moyens de le faire, en fait.
Flaya, on est réputé pour notre bonne ambiance, on est toujours très accueillant avec toutes les équipes, en déplacement ça se passe toujours très bien. Alors après à Flaya on avait des bons joueurs qui évoluent au Buisson. Et je comprends que des joueurs qui ont un niveau élevé, ils préfèrent, et qui sont jeunes, je comprends tout à fait leur choix d'aller dans des équipes avec des niveaux supérieurs, mais moi je les inciterai à revenir chez nous pour justement aider le club à remonter et à retrouver un niveau qu'il avait eu par le passé. Ouais, justement, moi j'ai rejoint ce club de Flaya parce que c'est un club vraiment, quand moi je venais par le passé, j'ai passé un peu de temps avec eux. Ils étaient vraiment familial, convivial et beaucoup d'ambiance. Et en quelque sorte, c'est ça qui me manquait. À Flaya, il y a toujours une très 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 bonne ambiance. C'est vrai qu'on s'entend tous très bien. Tout le monde est content de venir. On fait toujours la fête dans les vestiaires, même si on perd. Enfin, de ce côté-là, c'est très convivial à Flaya, vraiment. Souvenez-vous, au début de la saison, nous sommes allés à la rencontre de Christophe et Paul Fauvel, père et fils, mais surtout dirigeants du club de Bergerac, un club qui a fait un magnifique parcours en Coupe de France en atteignant les quarts de finale. C'est un reportage signé Julien Curcy. Je suis Christophe Fauvel, le président actuel du Bergerac Périgord Football Club depuis l'année 2005. J'ai pris ce club en 2005 alors qu'il était à l'époque en division d'honneur, avec un ambitieux projet de le projeter en CFA à l'époque, donc 2 montées successives en 3 ans, qui se sont réalisées. On a réalisé l'objectif, donc on a sorti de ce club du niveau division d'honneur où il était pour le propulser sur du championnat national et découvrir une nouvelle compétition. Je l'ai en reparler. Ça va, la fait suivi. Alors tout d'abord, moi je suis un enfant du club parce que j'ai été joueur depuis l'âge de 6 ans à Bergerac. J'ai grandi avec le club en tant que gardien dans toutes les équipes de jeunes, jusqu'à évoluer du coup dans les équipes seniors et notamment en équipe réserve. J'ai pu aider également le club en parallèle de mes études et dans le parcours de joueur sur tout ce qui est grands événements, Chelsea, Coupe de France, etc. Et je me suis passionné pour ce côté-là. Et c'est pour ça que du coup je suis revenu à Bergerac, habiter ici, acheter ici, mais également voilà, travailler pour le club de ma vie, quoi. Tu vois, t'as le logo dessus et tout en plus. Ah ouais, le logo de PFC. Là, c'est Betclic le sponsor là. Et maintenant, Ouais, c'est Betclic. bah, c'est des collectors, c'est des maillots collectors. C'est beau, Voilà, bon, on va s'y replonger le week-end prochain à la Coupe de France. c'est ça. Pas encore, le gardien d'Argeracois. C'est frappé dans les poteaux toujours. C'est lui qui l'égalisation de Camille Soko. Il venait il y a quelques secondes de s'écrouler dans sa moitié de terrain. Il y va, j'y vais. Si, j'y vais. Allez, J'y vais pas. Et c'est lui qui met cette tête au premier poteau. Magnifiquement bien tiré. C'était un 8e de finale en Coupe de France, donc c'était le record du club. On venait d'éliminer Lens. Et donc on a joué Lille où on a perdu de justesse dans les arrêts de jeu. Ça reste gravé à vie de toute façon. Au-delà de la performance sportive, il y avait la convivialité qui allait avec sur cette 100e édition de la Coupe de France. Moi j'ai un souvenir, c'est le RC Lens, parce que c'est à Bergerac, parce que c'est à Gaston Simonet, parce que c'est un club de Ligue 2 qui est premier, c'est un club historique, 400 supporters de Lens. Et c'était juste incroyable parce que c'est la première fois que ça nous arrivait de battre un club pro, enfin depuis que mon père était président. Et maintenant je crois que ça a marqué également les gens et c'est le plus important parce que le club de foot s'est fait connaître par rapport à ça. Et je pense que la Coupe de France est vraiment synonyme de BPFC. Et à Bergerac, le football a pris sa place grâce à la Coupe de France. Et ça c'est le plus important de l'épopée, on va dire. Ça va? Moi, pourquoi je ne suis pas venue? Ça y est, c'est bien. Non, ça va. Paul est un passionné aussi, c'est un enfant du club. Il est au club depuis l'âge de 6 ans.
C'est lui d'ailleurs qui, à cause de lui, qui m'a amené à cette fonction, puisque s'il n'avait pas fait du football et si le club n'avait pas été dans cette situation, jamais je n'avais été programmé pour être président de ce club, donc c'est à cause de lui. Pour moi, il a été un mentor depuis que je suis tout petit, parce que quand j'avais 6 ans, je l'accompagnais voir les matchs. On est parti au Mans, on est parti à Pau. Je me rappelle d'un match en DH à Langon, c'était l'un de ses premiers matchs et j'ai grandi avec ça, avec ce côté management d'une entreprise, c'est sûr, mais aussi management de club. Et donc j'ai grandi avec cette vision des choses un peu particulière par rapport au foot, parce qu'on rêve de devenir joueur ou coach, mais moi je rêvais de travailler à côté, tout ce qui englobe le rectangle vert. Et c'était du coup mon souhait de travailler là-dedans. Et avec mon père, du coup, c'est vrai qu'il m'a aidé par rapport à ça. Et au début, il m'a soutenu. Même quand c'était dur, il m'a rassuré. Après, il m'a fait confiance dès le départ. Et ça, je pense que c'est le plus important, d'avoir une confiance de quelqu'un au-dessus. Ce qui permet de travailler après en bonne intelligence, même si on n'est pas toujours d'accord. Des fois, on se taquine par rapport à ça, mais on n'a jamais eu une engueulade à cause du foot. Et ça, c'est vachement appréciable. Au-delà de cette relation père-fils, je crois que les relations que nous entretenons avec les dirigeants de ce club, avec les bénévoles, avec les joueurs, elles sont toujours chaleureuses. On n'est pas toujours d'accord sur tout, mais ça se veut un club familial, en tout cas en termes d'ambiance, en termes d'ambition, parce qu'on est ambitieux sans être prétentieux. Je crois qu'on fait les choses sérieusement, sans se prendre au sérieux. Donc c'est bien la marque de fabrique d'un club familial auquel je tiens beaucoup. Je ne veux pas qu'on soit taxé de club aseptisé, aux dents longues et autres. Ce n'est pas la marque de fabrique du tout du club de Bergerac. En tout cas, j'espère qu'il est perçu comme tel. C'est un club déjà à taille humaine. Et le fait que ce soit un père président et son fils directeur, c'est que ça renforce ce côté famille. Après, il y a eu des choses qui ont pu être dites, etc., sur c'était un cadeau ou pas un cadeau. Je ne sais pas si c'était un cadeau, parce que mon père aurait été boucher et j'aurais fait la relève. On n'a peut-être pas dit tout ça là-dessus. Donc il y a ce côté famille, certes, il y a ce côté aussi convivial, ambiance. Et c'est ce qu'on veut montrer un peu en étant très lié avec mon père par rapport à ce club et instaurer cette image de club famille et club convivial. C'est le plus important pour nous. Bergerac, c'est un club où on peut faire plein de choses avec du potentiel. Et l'idée, en revenant à Bergerac, c'est de pouvoir façonner le club un peu avec ma vision des choses, et la vision également des gens qui la composent, mais surtout de pouvoir me grandir en tant qu'homme et en tant que directeur tout d'abord, et de pouvoir mettre en place des choses que je ne pourrais pas forcément faire sur un grand club, un club pro, etc. Et de tenter des choses, rater, mais aussi de réussir sur certains points. Et c'est pour ça que je suis rentré à Bergerac, pour créer ce projet en famille, on va dire. Avant de vous quitter, sachez que le 25 juin prochain se tiendra l'Assemblée Générale de la LFNA à Arsac-le-Pian. À l'occasion, LFNA TV organisera une émission spéciale. Soyez au rendez-vous. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Pour revoir le replay, rendez-vous sur les réseaux sociaux Facebook et YouTube et LFNA TV. J'en profite pour souhaiter une bonne fête à tous les papas. Belle soirée. Salut!